C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Épisode 68. Au sommaire aujourd'hui, comment se manifeste et se vit la montée de la haine anti-queer et anti-genre d'un bout à l'autre du Canada. C'est notre discussion transcontinent queer de ce mois. Quel est l'impact des délais qui s'allongent dans les demandes d'immigration pour réunification familiale sur nos communautés queer avec l'avocat Jean-Sébastien Boudreau? Et si Michel avait été Michelin, la vie aurait-elle été différente? On reçoit le comédien et auteur Michel-Maxime Legault. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 18 mars 2024. Nous, on a encore nos pneus d'hiver. Ah, ben non, on parle pas de Michelin pour les pneus, non? OK. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre. Ben, bonjour tout le monde. Alors, vous l'entendez dans ma voix, je suis atteint d'une crise d'allergie depuis quelques jours qui fait que je suis congestionné. La neige a fondu très fort, alors ça me donne une voix très sexy, mais c'est pas agréable quand on travaille et qu'on tousse beaucoup. Mais on va essayer de gérer ça. Alors, on commence notre émission aujourd'hui et balado par notre conversation nationale sur les actualités queer. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, puis particulièrement depuis le début de 2024, on n'arrête pas de rapporter des incidents homophobes et transphobes ici et là. Et quand on assemble tout cela, ben ça fait peur. Puis ça, c'est pas mes mots, ce sont ceux d'enseignants et d'enseignantes, d'élèves dans les écoles et d'élèves dans les écoles du Québec, à la lumière de ce qui se passe. La montée de la haine envers nos communautés n'est pas un phénomène anecdotique, c'est un mouvement. CBC l'a nommé le mouvement anti-genre et anti-queer. Ce phénomène n'est pas unique au Québec et mes collègues de Transcontinent Queer le constatent d'un bout à l'autre du Canada. En fait, c'est un phénomène mondial, mais on va s'en tenir à notre pays pour le moment. On reçoit donc Dan Robichaud, animateur de radio et artiste et activiste queer et VIH à Clare, en Nouvelle-Écosse. Salut! Salut Dan! Bonjour! Bonjour! Il y a Arnaud Baudry qui est avec nous aussi, directeur général de Franco Queer à Toronto, en Ontario. Allô Arnaud! Bonjour. Bonjour, et on reçoit Roseva Falk-Jenkins, qui est la coordonnatrice de programmation du comité franco-queer de l'Ouest. Elle est à Edmonton, en Alberta. Salut! Bonjour. Alors, ouais, c'est pas un sujet facile aujourd'hui. Commençons par la question la plus compliquée que je peux vous poser. Comment s'exprime cette haine anti-queer et anti-genre? Commençons dans les écoles dans votre coin de pays. Puis je pense que je vais lancer la question à la première personne qui allume son micro. Allez-y. Ah, ça va. Je vais voir que je nomme quelqu'un. Hein? Ben, on y va avec toi, Roseva. Ah, Arnaud, vas-y. Bon, moi, j'allais donner l'exemple d'histoires de jeunes trans qui nous ont été racontées, qui nous ont été rapportées par les jeunes elles-mêmes et eux-mêmes, d'expériences autant dans leur milieu scolaire qu'avec leurs parents. En fait, pour certaines personnes, le milieu scolaire, ça peut représenter un espace où elles se sentent plus en sécurité quand quand à la maison, les parents sont pas ouverts à la question, ils reçoivent pas de soutien de leurs parents. L'école peut représenter un espace plus sécuritaire, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux dans les écoles et on nous a rapporté, il y a plusieurs jeunes en fait quand on a fait nos consultations qui nous ont rapporté des histoires vraiment tristes de la manière dont elles sont rejetées par leurs parents, qu'elles n'ont pas le soutien de leur école, pas le soutien du milieu. Et puis on l'a vu récemment aussi à travers toutes les manifestations dans les mois passés. Ça s'exprime en fait directement euh, dans les écoles. C'est assez alarmant parce qu'on voit l'impact sur la santé mentale des jeunes Mhm. et on voit comment ça les met à risque. Ouais. Ben, moi, j'allais dire, au Québec, on a vu là, un événement où drapeau de la fierté qui avait été mis pour la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, arraché et piétiné. Est-ce qu'on voit des choses comme ça, Roseva, dans ton coin?
Spécifiquement que les journées ne sont pas célébrées dans les écoles. Est-ce que c'est ça Ouais. la question? Ben, moi, je te pose la question parce que nous, on a vu il y a eu des événements où des jeunes ont pris le drapeau de la fierté, le drapeau queer, et l'ont arraché dans l'école parce que on voulait souligner la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ils l'ont carrément piétiné comme si c'était un vulgaire torchon. C'était un peu. C'est un des événements là, qui sont relatés, là, qui a été relaté dans les médias québécois. Je sais pas comment ça se passe chez vous, ça. Oui, c'est dur de savoir spécifiquement ce qui se passe dans les écoles puisque c'est quelque chose de très spécifique. Qu'est-ce que moi, je dirais, c'est plutôt au niveau, tu sais, parce que comme organisme, on travaille avec les différents tu sais, conseils scolaires pour faire des ateliers dans les écoles. Et c'était moins dans mon temps, mais avant mon temps, les personnes qui travaillaient avant moi, on dit, tu sais, je pense qu'est-ce qui était concernant, c'est quand on contactait les écoles pour dire on peut faire un atelier gratuit dans votre école sur le sujet de SLGBTQ+, puis des conseils scolaires qui disaient, ah, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre coin, c'est pas quelque chose qui est important, c'est pas quelque chose que on n'a pas des élèves comme ça dans nos écoles. Ouais. Alors ça, je pense, c'est très, très clair comme message que c'est le fait que ces conseils scolaires pensent qu'il n'y a pas des jeunes dans leurs écoles, c'est le résultat que les jeunes ne s'en sentent pas assez en sécurité pour tu sais, partager leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, parce que clairement, tu sais, on sait que c'est quelque chose qui est dans une population de plus que 100, c'est quelque chose qu'on verrait, mais si on dit, ah, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre coin, ça veut dire que ce n'est pas une place sécuritaire pour ces jeunes, puis que l'école ne leur écoute pas, par exemple. Ouais, c'est assez étonnant parce que dans une population, si on reprend les chiffres de Kinsey qui sont peut-être remis en question, mais disons qu'on est autour de 5%, là, peut-être pas 10 comme il le disait, ben tu sais, quand il y a quelques millions de personnes, ça commence à faire plusieurs personnes queer dans le coin, là. Dan, ça a l'air de quoi chez toi? Alors, moi, je suis à peu près la pire personne pour parler d'expert de qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Euh, j'ai la chance de vivre dans une communauté, parmi les communautés acadiennes qui est peut-être les plus tolérantes. Ça fait que je sais que dans ma communauté, il y a des jeunes scolaires, trans, gays, lesbiennes, et on n'en fait pas de, il n'y a pas de manifestation, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'intimidation ou de haine ou d'enjeu dans le milieu scolaire pour ces personnes-là, mais ça fait rarement la une. J'ai même la difficulté à trouver un exemple cité. Ah oui. Mais est-ce que ça s'exprime autrement? Parce que, comme je dis, nous, on en a vu dans les écoles, et puis au point où il y a des enseignants là, qui ont sonné l'alarme, ou qui ont sonné l'alarme, on peut dire ça. Est-ce qu'on voit d'autres exemples qui fait que ça rend la vie un peu plus difficile pour les jeunes personnes? Puis je pense toujours aux personnes qui sont peut-être les plus affectées, c'est les jeunes qui sont trans ou non-binaires. Est-ce qu'on voit de la haine? Ben, tiens, je vois que tu as encore le doigt sur le micro, vas-y, Dan. Euh, je voulais vraiment juste préciser que juste parce qu'il n'y a point peut-être un exemple qui est facile à retrouver, tu viens de mentionner, il y avait eu des drapeaux de la fierté qui ont été enlevés de milieu scolaire et il y a une de ces exemples-là, effectivement, ça arrive en Nouvelle-Écosse, à Halifax, à la capitale, Hmm. euh, mais je pense qu'on a la chance d'être un petit peu plus tolérant, surtout dans les communautés rurales. Ouais. C'est étonnant parce qu'habituellement, on pense que c'est dans les villes que c'est plus tolérant. Arnaud, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ben, il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est que on avait participé à un comité diversité et inclusion qui était organisé par un conseil scolaire et en fait il y a un groupe de parents qui s'est organisé pour venir participer, qui s'est invité en fait à cette réunion du comité durant laquelle était présenté un projet de trousse d'appui aux jeunes de SLGBTQIA+. Et en fait, les parents ont pris la parole d'une manière très virulente. C'était vraiment très insultant. Et en fait, ils ont pris l'espace pour empêcher la discussion et pour venir déverser leur haine contre les personnes de SLGBTQIA+, alors que vraiment l'objet de la rencontre, c'était de trouver des moyens de les appuyer.
Et quand on voit que c'est un groupe de parents, c'était comme près de 70 parents qui se Hmm. sont organisés. C'est vraiment un groupe organisé. C'est pas des personnes ici et là. C'est vraiment un mouvement qui s'organise. Et ouais, ça fait peur pour les jeunes, surtout venant des parents. Moi, vraiment du mal à comprendre comment, dans l'optique des parents, euh, les parents et personnes tutrices ne prennent pas en compte ou ne considèrent pas comment soutenir les jeunes, mais c'est vraiment une version, c'est une approche autoritaire de la manière dont ils perçoivent et dans la manière dont ils veulent imposer une certaine identité sur leurs jeunes. À quoi on peut attribuer, selon vous tous, cette montée de haine? Parce que ce sont des événements quand même qu'on voyait pas jusqu'à tout récemment. Je vais te lancer la balle, Roseva. Oui, c'est intéressant comme tu dis, tu sais, qu'on n'en parlait pas ou que c'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Puis je me demande, c'est-tu quelque chose qui existait avant, mais c'est juste simplement qu'on n'en parlait pas. Ah, Tu sais, peut-être. moi, par exemple, quand j'étais jeune puis j'allais à l'école, c'était très normalisé d'utiliser le mot gay comme un insulte. Et c'était très, très tu sais, l'homophobie, c'était comme l'air qu'on respirait. Tu sais, moi, j'ai 32 ans maintenant, alors juste pour donner, pour les personnes qui écoutent, c'est disons, tu viens ou tu es jeune, ben, c'est un petit peu dans le milieu, disons. Hmm. Anyway, alors, euh, alors, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, avant, on n'en parlait pas parce que c'était vraiment normal. Et la société en général c'était une société homophobe, donc on ne voyait pas ceci comme étant quelque chose de différent. Mais je pense que plus la société a changé, on voit maintenant cette homophobie comme quelque chose qui est différent au lieu de quelque chose tu sais, qui fait partie de la vie normale. Donc, je pense c'est que tu sais, peut-être qu'il y avait des parents qui étaient toujours homophobes, mais que eux qui ont jamais changé pendant que le restant du monde a changé et maintenant qu'ils réalisent que, OK, ben là, il faut s'organiser, il faut faire, tu sais, quand ils voient la progression de la société, les réactions de ceux qui sont contre, ça vient de plus en plus en ampleur. Alors, C'est peut-être un euh, retour du balancier, peut-être. Tu sais, on a beaucoup évolué, puis là maintenant, il y a comme ces gens qui veulent faire reculer le balancier, peut-être. mhm, Ouais. mhm, ouais, c'est mon idée. Ouais, non, ça a de l'allure. Arnaud, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on voit vraiment une recrudescence ou c'est simplement parce qu'on en parle plus qu'avant? Ben, moi, j'étais récemment à la conférence de Fierté Canada Pride et en fait, la question a été soulevée et puis il y a quelqu'un qui a répondu en disant, bon, on parle de montée, mais en fait, c'est pas une montée, ça a toujours été là, il y a toujours eu de l'homophobie, de la transphobie, ou c'est juste, disons que ça s'exprime d'une manière différente. Euh, Peut-être qu'il y a des mouvements qui sont un peu plus organisés que dans le passé. Mais en tout cas, je pense que c'est juste de dire que c'est pas une montée. Ça a toujours été là. Et peut-être la société a progressé un peu d'un point de vue de l'acceptation des personnes homosexuelles. Pas tant, je pense, du point de vue de l'acceptation des personnes transgenres ou des personnes non binaires. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, tous ces mouvements qui s'organisent, je pense, s'appuient sur des stéréotypes et des croyances qui sont vraiment infondées. Donc, je pense que c'est ça, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Je vais t'envoyer la balle, Dan, puis surtout que tu es une personne qui fait quand même beaucoup les médias. Est-ce que s'il n'y a pas une montée, que ça a toujours été là, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui exacerbe ces mouvements ou ces expressions de violence? Est-ce qu'on peut pointer du doigt les politiciens? Est-ce qu'on peut pointer du doigt aussi les médias? Numéro un, les outils ont changé. Oui, on avait fait du progrès, même à travers les périodes de gouvernement conservateur au Canada, mais en même temps qu'on faisait des progrès, les outils de communication et de médias sociaux évoluaient, Mhm. rendaient plus facile pour s'organiser d'un bord ou de l'autre de l'argument. Puis je pense que si c'est plus vulgarisé aujourd'hui qu'avant, c'est numéro un parce que les outils ont aussi évolué. Et je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas blâmer l'hystérie qui se passe aux États-Unis. Ouais. Euh, je pense, je me sentirais coupable si je ne le mentionnais pas. Je pense que ça fait
on voit perdre des progrès au Canada à cause des fanatiques aux États-Unis. Ouais, le fameux mouvement MAGA et tout ça qui nous font très peur. Comment nous, comme communauté, qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire pour... Ben, il faut protéger ces droits, ces acquis qui sont quand même toujours fragiles hein, si on ne fait pas attention. Je ne sais pas à qui je lancerais la balle, peut-être Arnaud? Ou Roseva ouvert la... Oui, vas-y Roseva. Ben justement, j'allais citer Arnaud qui parle de la sensibilisation, par exemple. C'est vraiment, tu sais, ce qu'on fait dans notre organisation. Puis on trouve que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui euh, peut-être qui ne comprennent pas, mais qui veulent comprendre plus. Alors, en donnant la chance à poser des questions, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que peut-être c'est quelque chose qu'ils se sentent un petit peu, ils savent pas où poser des questions, où aller pour retrouver cette information. Et, tu sais, je pense toujours à une conversation que j'ai eue avec des aînés, des grands-parents, que leur jeune fille faisait une transition. Et, tu sais, il y avait la femme qui était très... quelque chose qu'elle a dit, tu sais, c'est nouveau pour moi, mais je veux tout le temps comprendre, c'est tout le temps c'est ma petite fille, je veux tout le temps lui faire pour sa fête un beau gâteau comme qu'elle aime. C'est tout le temps mon enfant que je vais aimer. Mais le grand-père, je pense qu'il y avait un petit peu plus de la misère. Mais en parlant, ayant une conversation juste pour qu'ils comprennent plus, c'est vraiment venu à, tu sais, qu'ils comprennent c'était quoi. Alors, je pense que il y a beaucoup d'ignorance des personnes, tu sais, qu'on ne peut pas convaincre, mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont dans le milieu, qui ne savent pas et qu'en comprendre plus, en prendre ce temps pour expliquer, tu sais, quand c'est quelque chose qui arrive dans sa famille, c'est quelque chose, ça nous donne, tu sais, une motivation pour comprendre plus et comprendre que c'est pas juste un groupe, tu sais, des fois, on voit dans les médias comme si c'était un groupe, tu sais, À part, avec des droits spéciaux. exactement, mais de Ouais. comprendre que c'est des gens autour de nous. Mhm. Et c'est pour ça, quand on fait la sensibilisation, on a des personnes qui donnent le témoignage personnel, c'était quoi pour eux, pour humaniser et montrer que c'est des personnes comme moi puis toi, comme tout le monde autour de vous, que c'est pas des personnes dans un petit coin qu'on rencontre pas, mais des vraies personnes qui ont des vies comme tout le monde d'autre. Je vais me permettre aussi d'ajouter à ce que tu dis. Il faut comprendre que les personnes qui s'opposent aux droits des personnes queer, des personnes trans, des personnes non-binaires, ce sont une minorité. Cette minorité-là fait du vacarme, c'est ça le problème, et souvent elle devient violente. Je sais pas. Arnaud, parle-nous un peu de comment ça se passe chez toi. Qu'est-ce que vous faites pour contrer quand même ce mouvement, même s'il est minoritaire, il est violent. C'est ça qui est le problème, là. Du côté de Franco Queer, on intervient dans les écoles, donc on fait de la sensibilisation auprès du personnel, auprès des jeunes. Euh, c'est, c'est assez compliqué. Je pense que ça dépend aussi des arguments qui nous sont présentés. Il y a des approches spécifiques à prendre en fonction des arguments qui sont présentés, comme par exemple les personnes qui mettent en avant le soi-disant droit des parents sur leurs enfants. Bon, en fait, il faut bien comprendre que ce qui prime, c'est le droit des enfants. Il y a pas de droit des parents sur les enfants. Les enfants ne sont pas une propriété des parents, mais il y a bien un droit des enfants qui doit être appliqué pour faire respecter l'individualité et la personne chez les jeunes. Euh, je vais en profiter aussi pour mentionner, en fait, lundi prochain, le 25 mars, on va donner une formation en ligne qui va venir un peu conclure tout le projet de recherche qu'on a fait les 12 mois passés, là. On a fait un certain nombre de consultations communautaires, des consultations aussi dans les milieux organisationnels pour développer des outils et des contenus de formation pour sensibiliser les organisations à mieux servir la communauté de SLGBTQIA+. Fait que Alors ça fait partie aussi des choses à faire, essayer de monter des outils qui accompagnent à la réflexion et à la mise en œuvre de pratiques plus inclusives. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
Alors, on est de retour donc avec nos collaborateurs, collaboratrices de Boileau du Canada, Dan Robichaud qui nous joint donc à Clare en Nouvelle-Écosse, Arnaud Baudry qui nous joint donc à Toronto et Roseva Falk-Jenkins qui est à Edmonton. Je vais vous ramener sur un sujet dont on a parlé au Québec, mais qui a des répercussions. Il y a 2 semaines, ici Télé de Radio-Canada a diffusé un reportage d'enquête intitulé Transexpress. Puis là, écoutez, j'ai travaillé à Radio-Canada, je comprends très bien la démarche qui visait à mettre en garde contre des professionnels de la santé qui coupent parfois les coins ronds, puis c'était très bien démontré. Mais disons que le reportage a pris un autre virage par la suite. C'était un petit peu malaisant quand j'ai vu ça. Votre réaction, parce que je vous ai demandé tout le monde de le regarder, je pense que je peux envoyer la balle à Roseva. Réaction quand tu as regardé ce reportage? Oui, j'étais vraiment surprise. Tu sais, Radio-Canada, d'habitude, comme tu as mentionné, tu sais, d'habitude, c'est excellent leur reportage. Et ça, je trouvais ça intéressant comment qu'il y avait tu sais, on parlait des histoires des jeunes on parlait beaucoup de la détransition. Mhm. Puis c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est un petit nombre de personnes qui vont faire une détransition. C'est une conversation importante à avoir plus que les personnes, tu sais, qui font une détransition, c'est-à-dire quelqu'un qui ont fait une transition peut-être médicale et après ça, qui ont décidé de enlever les effets de la transition ou de faire une détransition. C'est quelque chose c'est important de parler dans la communauté trans pour que les personnes se sentent aussi acceptées. Par contre, quand on parle plus de la détransition que la transition, ça donne tu sais, ça fait un effet très négatif que les personnes pensent que, ben, les personnes qui sont trans, c'est quelque chose, tu sais, c'est juste un choix, qui vont après faire un autre choix après. Et ça représente vraiment pas les statistiques qu'on connaît sur la transition. Tu sais, les personnes d'habitude qui font une transition, c'est à peu près 1% qui le regrettent. Ouais. Mais on fait comme si ces chiffres étaient beaucoup plus grands en parlant à beaucoup de jeunes qui ont fait une des transitions et qu'on montrait aussi que, tu sais, on montrait comme si c'était trop facile, que les jeunes pouvaient avoir accès à les chirurgies médicales. Et c'était vraiment quelque chose que, tu sais, dans mon expérience de tout ce que je sais, tu sais, je suis pas une experte, mais je connais sur beaucoup de personnes qui ont fait une transition et ça représentait vraiment pas ce que je connais. Ouais. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce reportage a mis de l'avant le fait que c'est très difficile hein, pour une jeune personne trans ou une personne qui est en dysphorie de genre, on va commencer parce que c'est souvent ça, d'avoir une consultation dans le secteur public avec un médecin, avec un spécialiste. Alors, souvent, ils font appel au privé, payent un montant d'argent et c'est pas toujours une personne, puis on l'a très bien vu dans le reportage, qui sait de quoi elle parle, parce qu'on peut être médecin, mais ça veut dire qu'on connaît tout dans la vie. Et moi, ça, j'ai embarqué là-dedans, mais j'avoue que par la suite, j'étais un petit peu mal à l'aise parce qu'on avait l'impression que c'était presque la majorité des jeunes qui voulaient détransitionner. Alors, je sais pas, Arnaud, comment tu as réagi quand tu as vu le reportage, quand tu l'as visionné? Ben moi, je m'attendais à voir un reportage sur les personnes trans et la transition. En fait, j'ai vu un reportage sur des personnes qui ont détransitionné et qui étaient déçues ou qui ne se sont pas retrouvées dans leur expérience de transition. Et je suis d'accord avec Rodeva, c'est un sujet important, il faut en parler. Ces personnes ont eu cette expérience et c'est malheureux et il faut trouver la meilleure manière de pouvoir les soutenir dans leur expérience. Mais si on prétend faire un reportage sur l'expérience de transition et sur la transidentité, ben, moi j'ai trouvé que c'était raté en fait. Je comprends aussi de mettre en garde et en fait c'est un peu ça aussi que je trouve maladroit ou inquiétant carrément dans ce type de reportage, c'est que ça présente la question sous une forme d'urgence. Ouais. Donc, ça contribue à faire monter la tension, en fait. Et alors qu'il n'y a pas de question d'urgence. Et je pense que c'est clair que quand on écoute, comme le dit Roseva, quand on écoute les expériences des personnes trans, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Peut-être, oui, il y a des cliniques qui vont en profiter, qui vont faire de la marchandisation de l'expérience de transition, qui vont faire des prescriptions d'hormones à la va-vite.
Mais ça, c'est pas l'expérience régulière. Ouais. Il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Dan? Moi, j'ai- je suis d'accord avec les autres commentaires aussi. Euh, je trouve que focuser sur la détransformation, ça avait un goût quasiment de chemin vers la thérapie de conversion. Ça avait Ça me rappelle beaucoup de Radio-Canada en Acadie qui avait fait un faux pas avec le dead name de Xenia il y a quelques années. Ouais. Je ne même pas si tu t'en souviens, Denis Martel, de Ouais, ça, je me souviens mais de ça, ouais. Ouais. ça me donnait le même goût là, que peut-être au niveau du journalisme, on aurait pu reviser comment c'était présenté. Je vais donner la chance à quelqu'un de conclure. Est-ce que ce genre de reportage-là, et puis j'ai ajouté, on n'a pas eu le temps de le dire, mais il y avait des personnes qui étaient citées, qui étaient des experts, supposément, des questions trans, mais qui sont des experts qui ont été discrédités là, par leur ordre professionnel. Mais on n'a pas le temps d'aller là. Je vais juste peut-être terminer. Je vais vous donner la parole à la première personne qui y va. Est-ce que ce genre de reportage-là, quelle sorte d'effet que ça peut avoir sur des jeunes personnes en dysphorie de genre? Alors, je vais envoyer ça à Arnaud parce que je sais que t'es bon pour nous conclure ces trucs-là, toi. Ben, l'effet, je pense que c'est pas un effet positif. En gros, le message, c'est de dire que attention, si vous vous embarquez dans cette aventure, vous allez le regretter. Donc, c'est tout plein de signaux pour dire ne vous embarquez pas dans une transition. Alors que vraiment, ce qui contribuerait à soutenir les jeunes, ça serait d'avoir des messages positifs de renforcement, d'appui. On voit que l'accès à des soins d'affirmation de genre contribue à la bonne santé mentale des jeunes et à Ouais. leur bien-être. Et aussi, un déterminant important, c'est l'appui des parents. Et je pense que dans ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est pas vraiment aligné avec ces bonnes pratiques. Mais on va arrêter là-dessus. Merci Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer. Merci à Roseva Fogg-Jenkins, qui est coordonnatrice de la programmation au comité Franco-Queer de l'Ouest. Et merci à Dan Robichaud, animateur, activiste, artiste en Nouvelle-Écosse. Merci à vous tous. Écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Alors, en deuxième partie, les délais en immigration, notamment en réunification familiale et nos communautés queers et le comédien Michel-Maxime Legault. À tout de suite! Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Dans cette deuxième demi-heure, on reçoit le comédien Michel-Maxime Legault, mais avant, on va parler des délais en immigration, notamment quand on parle de réunification familiale et nos communautés queer. Au Québec, il y a 43 000 familles en attente de résidence permanente, que ce soit pour des conjoints, des enfants, des grands-parents. C'est une catégorie qu'on appelle réunification familiale, donc par Immigration Canada. Je vous rappelle qu'il y a 69 pays qui criminalisent l'homosexualité et les relations homosexuelles sont passibles de peine de mort dans 11 pays. Alors, quand les gens viennent ici, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de venir ici. Et dans ces pays où l'homosexualité est réprimée, bien évidemment, le mariage, le concubinage sont interdits et le couple est caché. Cette situation commence à ressembler, donc, ce qu'on parle de ces réunifications familiales qui attendent, dans certains cas, on parle de 13 mois, là, on commence à dire que ça pourrait attendre 2 ans. Mais ça commence à ressembler à une crise humanitaire. Puis on a décidé que nous, on en parlerait parce que nos communautés queer sont particulièrement touchées par ces réunifications familiales-là. Je reçois Jean-Sébastien Boudreau, qui est avocat, spécialisé dans le domaine de l'immigration. Bienvenue à l'émission, Jean-Sébastien. Merci, merci. Alors, Jean-Sébastien, je sais que tu utilises le « il » et que les accords masculins, c'est bien ça? En plein ça, oui. Parfait. Alors, Jean-Sébastien, tu as plusieurs corps dans ton acte en tant qu'avocat. Là. Pourquoi
spécifiquement tu t'intéresses à ces questions-là, toi, d'immigration? Ben, ça fait des années que je suis avocat en immigration, ça va faire plus de 20 quelques années. Et ce qui me dérange, c'est que, encore une fois, au Québec, par le fait qu'on ait des pouvoirs, c'est correct qu'on ait des pouvoirs, puis il faut avoir des pouvoirs en immigration, on est une société distincte. Mais là, si tu restes à Gatineau et que tu épouses quelqu'un à l'étranger, tu vas attendre 33 mois présentement. Je disais 12 mois, c'est 33 C'est mois. 33 mois au Québec et c'est 12 mois en Ontario, dans le reste du Canada. Donc, tu restes à Gatineau, tu attends 33 mois, tu déménages à Ottawa, l'autre côté de la rivière, tu attends 12 mois. Si ton conjoint, ta conjointe sont déjà au Canada, et là, tu veux faire une demande de résidence permanente pour qu'ils puissent rester ici et avoir le droit de travailler, là, on parle de 25 mois au Québec et de 9 mois au Canada. Ce qui est complètement irresponsable selon moi, parce que comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a des pays où être LGBT, c'est punissable. C'est punissable par une peine d'emprisonnement, toutes sortes de châtiments, mais même des pays où c'est pas punissable par la loi, c'est quand même culturellement difficile. Et les gens, souvent dans des relations LGBT, ne peuvent pas non plus se marier. Donc, ça rend tout le processus déjà plus complexe et il faut avoir beaucoup de preuves pour démontrer qu'on est vraiment en relation concubinale, de conjoint. Puis là, ben, en plus, on attend. Puis on dit aux gens, ben, attendez 33 mois parce qu'on a décidé de mettre des quotas au Québec. Qui est de 10 400 par année, si je comprends bien. Présentement, c'est à peu près ça, c'est ça. Puis là, moi, les délais dans la dernière année, je les ai juste vus augmenter. Là, on parlait de 22 mois, 26 mois. Là, on est rendu à 33 mois. Mais s'il y a encore des dossiers qui sont déposés dans cette catégorie-là, les délais vont faire que s'allonger, à moins que le gouvernement du Québec décide d'augmenter les quotas. Quand on me parle, moi, on est rendu au seuil d'intégration, puis oui, probablement dans certaines catégories, et il faudrait répartir mieux les demandes de refuge, entre autres. Le Québec en prend beaucoup plus que devrait en prendre. Mais quand on parle de réunification familiale, ça veut dire que des gens qui viennent rejoindre leur famille ici. Donc, leur chance de s'adapter, ils vont apprendre le français, ils vont s'adapter, ils vont vouloir travailler, contribuer à la société québécoise. Là, on dit à des Québécois, des Québécoises, ben, attendez après les gens que vous aimez pendant plusieurs années. Je veux qu'on comprenne très bien, là, il y a plusieurs façons d'immigrer ou plusieurs catégories d'immigration. Hein. On a les personnes qui sont les immigrants économiques, les immigrants économiques, on a parlé des réfugiés. D'ailleurs, le Québec, c'est vrai, en prend beaucoup, beaucoup pour sa population, alors que dans l'Ouest et dans les provinces atlantiques, ils n'en prennent pas autant. Ça, c'est un autre débat. Mais là, on parle, moi, Denis Martin, je rencontre l'homme de ma vie, il habite quelque part en Algérie, et là, ça va être compliqué de le ramener au Canada. Ça va être très compliqué parce qu'en plus, tu ne peux pas être conjoint de fait. Il y a 3 catégories dans la réunification familiale, 3 façons de le faire. OK. Conjoint de fait, ça veut dire que tu restes avec ton conjoint, ta conjointe pendant une année à la même adresse. Vous avez la même adresse et vous êtes capable de prouver ça. Donc, vous devenez conjoint de fait. La deuxième façon, c'est d'être marié. Mais on s'entend que pour un homme, probablement que ton conjoint algérien va avoir de la difficulté à avoir un visa de touriste pour venir au Canada. Tout à fait. Donc, ne pourra pas se marier au Canada et le mariage LGBT n'est pas permis en Algérie. Donc, on a créé une nouvelle catégorie qui est les partenaires conjugaux. Donc, c'est la catégorie pour les personnes LGBT, justement, dont le ou la conjointe ne peut pas venir au Canada. Parce que si le ou la conjointe peut venir au Canada, là, ils vont te demander de te marier. Fait que tu es obligé aussi de te marier, ce qui n'est pas nécessairement ce que tu veux faire, puis c'est peut-être pas le modèle de vie que tu as décidé. Donc, tout ça, déjà à la base, quand tu es LGBT, faire une demande de parrainage, de réunification familiale, c'est complexe. Et à ça, malheureusement, s'ajoutent des délais interminables pour les Québécois, Québécoises. Maintenant, ça rend déjà la chose compliquée. Est-ce que toute cette homophobie dans laquelle on vit dans certains pays, j'imagine que ça augmente. Est-ce que ça augmente aussi les problèmes ici au Québec? Parce que pas tout le monde qui veut aller voir un juge disant « là, j'aimerais bien amener mon conjoint. » Ça commence à être un peu compliqué tout ça. Là. Bien, c'est sûr que c'est compliqué, puis il faut vivre son orientation sexuelle au plein jour. Il faut être out. Ouais. Il faut avoir fait son coming out. Il faut être prêt à le dire parce qu'il faut que ta relation soit connue. Dans certains cas, ils vont permettre que la relation ne soit pas connue, mais là, tu rajoutes une couche de difficulté. Parce que là, il faut que tu prouves d'autres façons. Il faut que tu cherches des amis qui le savent, qui connaissent. Parce que ta relation, comme t'es pas marié, dans la plupart des cas, dans les couples queer,
ou que tu n'as pas vécu ensemble parce qu'effectivement, la personne vient d'un pays où on ne peut pas demander aux Québécois ou à la Québécoise de dire, ben, tu vas déménager en Algérie pendant 1 an, tu vas attendre là-bas 1 an, après ça, une fois que vous aurez fait votre conjoint de fait, tu vas revenir ici, puis tu vas attendre 3 ans avant que ton conjoint arrive. Ça fait pas de sens. Ouais. Donc, toute cette chose-là, à la base, c'était déjà difficile pour les personnes LGBT. Donc, et là, on rajoute du difficile, on rajoute des délais interminables parce qu'on dit, ben, on a mis un quota. Puis moi, je trouve que ça manque de sensibilité. Ça manque de compréhension. Puis pas juste pour les couples LGBT, là, pour les couples hétéros aussi. On l'a vu dans l'article, dans la presse, là, une dame elle a eu des enfants, puis là, le conjoint est là-bas, puis ils sont pas... C'est de la réunification familiale. Là. C'est pas un étranger qui s'en vient ici tout seul vivre au Québec tout seul. Il s'en vient rejoindre sa conjointe, cette personne-là, pour pouvoir s'intégrer, puis avoir déjà une base. Tu sais, quand tu as déjà des amis, quand tu as déjà une famille, quand tu as déjà un conjoint, une conjointe, ton intégration dans la société d'accueil va se faire beaucoup plus rapidement. Donc, on devrait ouvrir nos bras. Quand on dit qu'on veut régler notre immigration, on veut nous-mêmes décider de nos immigrants, ben on devrait ouvrir nos bras à cette réunification familiale. Ben, c'est des gens qui vont finir, de toute façon, qui soit parlent déjà français ou vont finir par parler français parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Hein. Si t'es amoureux de quelqu'un, t'apprends sa langue. T'apprends sa langue. Hein? La meilleure façon d'apprendre la langue, c'est sur l'oreiller. J'allais justement... j'allais pas le dire, mais tu m'as devancé. Il y a eu quand même des interventions. On se rappelle que le ministre fédéral d'immigration, M. Miller, Mark Miller, a quand même envoyé un avis ou un avertissement au gouvernement du Québec. Parce que là, il faut qu'on comprenne, ces gens-là, c'est pas Ottawa qui les bloque, c'est Québec, là. C'est Québec qui les bloque. La façon que c'est fait dans une demande de réunification familiale, c'est un processus à 3 niveaux au Québec. Donc, on fait une première demande à Ottawa pour qu'ils décident si on peut parrainer. Une fois qu'Ottawa fait ça, on va chercher un certificat de sélection au Québec. Souvent, ça, on l'a rapidement. C'est la dernière étape, qui est l'étape de l'émission du visa, où là, mettons, le Québec dit on a 10 400. Bien, si en février, Ottawa a émis 10 400 visas dans cette catégorie-là, mais pour le reste de l'année, il n'émettra aucun visa parce que le Québec lui a demandé de ne pas en émettre. Et là, ben, les nouveaux dossiers vont quand même s'accumuler. Ça fait qu'à la fin de l'année, là, on disait 43 400. Moi, je serais curieux de voir à la fin de cette année combien de dossiers ils vont y avoir. Je te disais tantôt, ça a passé de 12 mois. Il y a 2 ans, 3 ans, c'était 12 mois, à 22 mois, à 26 mois. Là, on est rendu à 33 mois. Moi, je dis à la fin de l'année, on va être à 40 quelques mois s'il n'y a rien qui est fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi hésitant à accueillir des gens? Est-ce que c'est une mouvance anti-immigration qui est rendue ici? Moi, je pense que la problématique, c'est qu'on a politisé l'immigration, puis l'immigration ne devrait pas être un débat politique. L'immigration, la mobilité internationale, il va en avoir de plus en plus. Louise Arbour l'a dit, il va falloir qu'on revoie notre définition de réfugié, il va falloir qu'on revoie notre position. Le Canada, là, toi puis moi, là, notre grande chance dans la vie, là, c'est d'être né ici. Puis d'avoir le passeport canadien, puis de pouvoir voyager, de pouvoir vivre ici. Mais la planète ne va pas bien. On est un pays qui est excessivement protégé de par notre situation géographique, parce que, je veux dire, les gens ne peuvent pas venir en marchant ici. Là. On s'entend que c'est beaucoup plus difficile que si tu es en Europe. L'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, tout est connecté. Là. Tandis qu'ici, on est quand même protégé. Mais il va falloir qu'on fasse notre part, qu'on fasse une plus grande part. On a un grand territoire. Oui, il faut bien intégrer nos gens. Oui, il faut que chacune des provinces fasse sa part dans ça. Le Québec ne peut pas prendre tout le fardeau de ça. Mais en même temps, il faut que le Québec, moi, je me dis, quand je regardais les chiffres, là, on est en train de perdre notre poids démographique au Canada parce qu'on accueille moins d'immigrants qu'ailleurs. Moins que l'Ontario. L'Ontario, là, il y a quelques années, était à 31% du Québec. Maintenant, ils sont rendus à 39%. Au Québec, on représentait 24% de la population canadienne. Maintenant, on est à 21%. À un moment donné, on n'aura plus d'importance dans le Canada. Il faut qu'on continue on a moins d'enfants. Cette année, là, en 2023, il y a eu autant de morts que d'enfants qui ont été faits. Donc, si on veut que notre population grandisse, puis on le voit, là, on a des besoins. On a des besoins dans le marché du travail. Il faut qu'on accepte les immigrants. Puis dans cette catégorie-là, il me semble pour moi, là, c'est la catégorie facile. Ils ont déjà des gens, ils sont déjà en amour, ils ont déjà du monde qui vont les supporter ici. Ils s'en iront pas. Une fois que tu es parrainé, là, quand tu es parrainé, ton conjoint doit prendre soin de toi.
Ouais. pendant au moins 3 ans. Je vais terminer là-dessus, Jean-Sébastien. Tu fais partie d'une organisation d'avocats là, qui font la défense, la promotion des droits des personnes immigrantes. Qu'est-ce que vous allez faire pour justement changer ces choses-là? Est-ce que vous avez des représentations que vous allez faire au gouvernement? On essaye toujours de faire des représentations, puis à toutes les fois qu'on parle des quotas, puis on parle de la planification de l'immigration, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration soumet toujours un mémoire. On essaie de faire augmenter ce nombre-là, mais tant que le débat restera politique, ça sera compliqué. Jean-Sébastien Boudreau, merci beaucoup d'avoir été à l'heure à l'Arc-en-Ciel se lève. Ça fait plaisir, merci. Merci. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. J'ai lu un roman vraiment intéressant qu'on décrit comme un roman monologue. Michelin. Puis là, on ne parle pas d'une marque de pneus. J'ai fait de la blague tout à l'heure parce qu'elle est aussi dans le roman. Mais il s'agit de l'alter ego du narrateur. Le comédien, on reçoit donc le comédien et metteur en scène Michel-Maxime Legault, qui signe d'ailleurs ce texte, qui est aussi destiné à la scène. Il est au téléphone. Michel-Maxime, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. C'est super. Je suis très content de vous reparler. Ça fait un petit temps qu'on s'était déjà parlé pour d'autres projets. Ah oui. Première entrevue en tant qu'auteur, c'est super. Michel-Maxime, je vais redemander, on utilise toujours les pronoms et les accords masculins avec toi? Oui. D'accord. Oui, voilà, il. Bon, on parle, j'ai dit, un monologue autobiographique, donc ça parle de toi? Oui, exactement. En fait, c'est parti d'une histoire. C'est Marcel Dubois du Festival Jamais lu qui je faisais une mise en lecture pour le festival à Paris. Elle m'avait dit écris un petit quelque chose pour le festival, pour la fin du festival, un cabaret là, qui terminait le festival. Et elle me dit mais j'ai dit mais Marcel, je suis pas un auteur. Elle dit mais écris quelque chose, là, une anecdote, ça va être drôle et sympathique. Je vais être drôle et sympathique et boy, j'avais de la pression. Et finalement, j'ai pensé à une anecdote que de ma naissance où j'ai failli m'appeler Michelin parce que mes parents ont 7 enfants. Ouais. Et je suis les 2 derniers, mes parents ont donné leur nom. Donc, mon frère a hérité du nom d'Yvon, le nom de mon père. Et moi, je suis supposé m'appeler Micheline. Puis finalement, ils ont fait, c'est un garçon, on va l'appeler Michelin. Et là, ma soeur schizophrène qui avait toute sa tête parce que c'était mon guide et ma marraine avait dit non, on peut pas l'appeler Michelin, là, c'est pas un pneu. Et finalement, j'ai été protégé du nom de Michelin grâce à ma sœur. Donc, ça part de cette anecdote de nom, pourquoi puis là, quand j'ai passé à ça pendant la pandémie, on perdait tous nos contrats là, en théâtre. Le gouvernement de Legault nous disait réinventez-vous. Je faisais réinventez-vous, et là, j'arrêtais pas de penser à ma vie, mais si on m'avait appelé Michelin. Et je me suis dit, mon Dieu, je serais sur la ferme, j'aurais peut-être un avenir plus assuré. Et là, j'arrêtais pas de penser à mon jumeau Michelin. Et là, je me suis dit, mon Dieu, OK, lui, il aurait fait ça, lui, il aurait fait ça, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ces choix-là. Et donc, j'ai écrit tout ce parallèle-là entre Michelin et le Michel-Maxime que je suis maintenant. Mais ça parle de plein de choses, de mon homosexualité, de la ruralité, de la vie en tant qu'agriculteur, le fait que j'ai voulu être un artiste, puis je n'étais pas né sur le bon territoire. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. Tout le monde peut se reconnaître avec la famille colorée que j'ai, que j'aime beaucoup. Ben justement, parlons-en de ces thèmes qui sont très d'actualité en 2024. Hein, la ruralité, l'identité. Tu abordes la santé mentale. Et tout ça, c'est relié à des personnages qui sont dans ta famille, finalement. Exactement. Donc, c'est sûr que pour mes parents qui ont avancé dans la vie avec tout leur instinct et tout ça, ils ont eu une ferme, 7 enfants. Moi, je suis gay, mais je suis seul, le dernier d'une famille de 7. 2 autres de mes frères ont repris la ferme. J'avais une sœur schizophrène et on avait comme pas beaucoup de ressources, tu sais, pas en campagne. Donc, on se retrouvait dans mes parents ont eu beaucoup d'imprévus dans leur vie, des choses qui et
Et c'est beau de voir à quel point des parents qui étaient pas... mon père, tu sais, même, il était, je pourrais dire, il était homophobe, là, tu sais, quand j'étais très jeune, et il n'y avait comme aucune ouverture par rapport à ça. Et là, tout d'un coup, ben, après tant d'années, je suis le seul gars que mon père prend maintenant dans ses bras. Et il m'embrasse, moi puis mon chum, sans résistance aucune. Puis je me dis, et ça, c'est beau de voir l'évolution aussi de ces parents-là qui ont été confrontés à des réalités qui les ont, veut pas, complètement bouleversés, mais qui finalement ont exprimé une grande ouverture avec le temps. Et ça, je trouve ça, et c'est ce que je dépeins un peu dans Michelin. Ça me touche beaucoup, en fait, ce que tu dis là, parce que je pense que je peux le dire. Moi aussi, j'ai vécu avec un père, en fait, je suis plus vieux que toi, donc il était pas mal plus vieux que ton père, et qui venait d'un monde où, ben, qu'est-ce que tu veux, on était, puis je vais le dire, ben, je peux le dire, on était des tapettes, puis il comprenait pas ce que c'était, puis ben, un jour, quand je lui ai dit, ben, là, il dit, t'es mon fils, je peux pas taillir. Fait que c'était ça, hein? C'est ça, Puis je pense que des fois, on juge cette génération-là, on juge les générations avant les nôtres, mais bon, ils ne connaissaient pas ça. Exactement. Et si j'avais écrit ce roman-là à 20 ans, je pense que j'aurais été très, très acide et très dur envers ma famille parce que je voulais m'émanciper, je voulais arriver en ville, je voulais comme renier d'où je venais pour pouvoir exister. À 40 ans, c'est autre chose. C'est comme si avec la pandémie aussi, il y a eu une grande introspection où je me suis dit, bon, je pouvais leur en vouloir toute ma vie et d'accepter la différence, d'embrasser la différence. C'est comme si ça fait tout un grand baume sur tout ça. Et ça fait en sorte que on se regarde, on se moque l'un de l'autre. C'est sûr, mon père dit, bon, toi, qu'est-ce que tu fais en théâtre, là? C'est magnifique. Et en même temps, ben, moi, je dis, bon, qu'est-ce que tu fais avec tes tracteurs? Puis, on se moque l'un et l'autre de nos situations et de nos différences, mais c'est ce qui est beau parce que après l'amour triomphe dans tout ça, puis c'est ça que je trouve magnifique. J'aimerais revenir sur l'homosexualité et notamment le coming out, parce que ce week-end, dans la presse, Luc Boulanger a écrit un... Je m'excuse, on n'a peut-être pas préparé cette question-là, mais c'est quand même intéressant. On parlait de ces artistes gays, Michel Louvain, Serge Laprade. On a même dit maintenant que la Poune, bon, on savait un peu qu'elle était lesbienne. Et ces gens-là ont gardé ça secret parce qu'ils avaient peur de la réaction du public, alors que toi, c'est très ouvert, t'en parles. J'en parle. Ben, j'ai été très... Ben, même, je vous dirais que c'était au conservatoire, je me rappelle très bien, là, je me rappelle d'un prof qui m'avait dit, t'es mieux pas en parler si tu veux réussir. T'sais, on m'avait déjà dit ça. J'en revenais pas. Puis je me suis dit... Non, c'est pas vrai que je vais cacher qui je suis parce que je veux pas la scène, je dois, comme acteur, je dois être dans une grande vulnérabilité, dans une grande transparence, dans une grande ouverture. C'est pas vrai que je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre en coulisses si je peux pas être moi-même sur ça. Pour moi, ça avait un non-sens complètement. T'sais. Puis je me suis dit, ben écoute, si je perds des rôles par rapport à ça, ben c'est tout bad, là, dans le sens que je veux pas travailler avec ce monde qui n'ont pas envie de côtoyer des gens comme moi. Je fais comme, ben là, on s'entoure des personnes qu'on veut bien s'entourer. Donc, moi, c'était comme quelque chose qui était clair dans ma tête. Je me suis dit, ben, un peu, je vais faire ma vie, puis ceux qui veulent bien travailler avec moi, ça sera ça. Puis ça, c'était mon... Puis en même temps, c'est de voir aussi ma sœur schizophrène qui a été longtemps traitée de folle parce qu'on savait pas quoi dire. On savait pas, on n'avait pas les mots. Puis on n'avait pas les ressources pour pouvoir l'aider. Et j'ai trouvé que, puis même encore aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu l'accompagner de telle façon. T'sais, on est maladroit dans tout notre amour aussi. Ça. Puis pour moi, c'était quelque chose que je me suis dit, ben, elle s'est assumée aussi comme elle était. Puis ça a été mon guide, fait que j'ai comme un peu suivi. Je fais, ben écoute, donc si on doit si on me traite de tous les noms, on me traitera de tous les noms, qu'est-ce qu'il faut que j'avance dans la vie. Puis c'est pas vrai que je vais me laisser abattre par ce que les autres vont dire autour de moi. T'sais. De toute façon, je regardais avant l'émission ton CV quand même. Les rôles n'ont pas manqué, pour toi. Non. Ben, puis c'est surtout, j'ai fait de la mise en scène beaucoup. Puis c'est maintenant que on dirait que je retourne au jeu parce que j'ai comme appris aussi en jouant
en dirigeant à jouer aussi. Dans le sens que quand on dirige, on apprend beaucoup de choses énormément. J'enseigne les écoles de théâtre, j'ai touché à l'opéra, le cirque, tout ça, puis c'est quelque chose qui... Mais j'aime toucher à tout. J'aime pouvoir avoir des défis. Juste le fait de faire cette... parce que là, oui, c'est un roman des éditions du Quartz, Ouais. avec Marie-Noël Blais, avec qui j'ai travaillé, qui était formidable, qu'on a vraiment un travail avec Jean-Guy Côté, qui m'ont accompagné dans ce travail d'un premier roman. Puis là, je prépare mon deuxième. Mais le fait de l'adapter à la scène avec Marie-Thérèse Fortin à la mise en scène, c'est vraiment un super travail de faire un solo aussi, puis d'être dirigé par cette actrice-là que j'adore, avec qui je travaille souvent. Donc, il y avait tous ces défis-là qui m'intéressaient dans Michelin. Puis c'est pour ça que j'ai fait, ben oui, ça me tente de porter ça à la scène, puis que les gens puissent le voir. Puis après la lecture qu'on avait fait au Jamais lu Montréal, je me suis rendu compte que les gens ils sont venus me voir après. Moi, je voulais avoir des commentaires sur ma structure dramatique, sur est-ce que c'est un bon texte, est-ce que je suis un bon auteur. Puis là, finalement, personne ne parlait du texte, mais me parlait de leur vie. Puis à quel point eux aussi ont vécu soit cette réalité d'homosexuels, ou cette réalité dans la ruralité, ou cette réalité où ils disaient « Ah, moi aussi j'ai une sœur schizophrène, nanana ». Tout le monde se livrait, puis je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, finalement, je pense que les gens ils ont plus tendance à venir me parler de leur vie plutôt que de l'objet théâtral ou l'objet... et j'ai fait, mais je pense que c'est un bon indice que ça peut toucher à tout le monde. Oui. Moi, quand j'ai terminé la lecture de ton roman, je me sentais interpellé. Puis à plusieurs super. égards, écoute, on a du temps là. J'ai accroché moi sur le deuil animalier parce que c'est quelque chose que j'ai vécu très difficilement il y a 2 ans quand j'ai dû me défaire de mon chien. Et j'ai trouvé ça très difficile. Puis je lisais ça et quelque part, c'était pas la même relation, mais je me suis reconnu là-dedans. Alors là, j'ai dit, ben voilà, c'est ça qui fait qu'une histoire très personnelle peut devenir universelle. Et c'est de l'humour. Il y a beaucoup d'humour, là, comme Beaucoup vous avez d'humour vu dans le là-dedans, roman, oui. par rapport au fait que moi, je m'attachais à un chat, puis là, mon père me disait, mais là, des chats, là, c'est parce que c'est avec le nombre de bêtes qu'on a à l'étable, si tu pleures à chaque deuil d'animal, écoute, on finira plus, mais ça finissait plus, parce que pour moi, une vache pouvait pleurer pendant des jours quand la vache mourait, mais là, mon père dit, mais là, c'est parce qu'elle s'en va à la boucherie, on n'a pas le choix, là, puis là, les poulets, il y avait 100 poulets qu'on avait, tu sais. Ouais. Je les nourrissais tout l'été, puis à la fin de l'été, on me disait, bon, ben, que là, va falloir les tuer. Je disais, ben, c'est pas vrai qu'on va tuer Gertrude, que je viens de nourrir pendant tout l'été. C'est que ça avait un autre sens. Donc, t'étais vraiment pas fait pour être fermier, toi, hein? J'étais pas fait pour être fermier, puis là, je me disais, mon Dieu, je mangerai plus jamais de poulet de ma vie. Tu sais, jusqu'à mes parents commandent du poulet frit Kentucky, puis là, je faisais, la grosse croûte brune autour de la viande me faisait complètement oublier que c'était du poulet, mais sinon, pour moi, c'était pas possible. C'est tout ce côté, j'étais végétarien là, quasiment quand dans ma jeunesse. Je disais, moi, je peux pas manger de viande, ça se peut pas. Mais c'est comme, après, on réalise les choses, puis en même temps, c'est ce qui est beau aussi, c'est de voir à quel point, justement, l'hypersensibilité aussi sur une ferme, comment je suis fier maintenant d'avoir vécu là. Puis même encore, aujourd'hui, je relativise beaucoup de choses par rapport au fait que mes parents, comment ils vont agir, réagir. Ils ont vécu beaucoup d'épreuves dans leur vie. La ferme a brûlé, ma sœur est décédée. Et je vois encore dans leur regard quelque chose de tellement joyeux, tellement encore plein de vie. Puis je me dis, ils sont pas rongés par l'amertume, ils sont pas rongés par... Puis ça, on dirait que c'est des modèles qu'il faut que je garde dans ma vie, de dire, même malgré les épreuves, d'essayer de trouver encore l'espoir et toujours la volonté de vivre. Ça, je trouve ça magnifique. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau ce que tu dis, ça fait du bien à entendre. Écoute, on a presque rendu à la fin. Donc, ceux qui veulent lire le livre, évidemment, peuvent se le procurer en librairie. Ça s'appelle Michelin et c'est édité aux éditions du Quartz. Pour voir le spectacle qui est présenté en tournée, on est rendu aujourd'hui, on est au 18 mars. On joue où maintenant, là? Alors, Trident, à partir du 9 avril à Québec. Après, on retourne en Abitibi. Et les billets sont déjà en vente pour Fred Barry à Montréal à partir de la fin août. Donc, c'est déjà sur le site du Théâtre Denis Pelletier. Ça fait que si jamais vous êtes intéressé, vous allez
On a déjà commencé le spectacle, alors vous allez rire, pleurer, puis vous allez venir me conter votre histoire parce que je vais vous attendre en sortant de scène, ça c'est sûr. Bon, je vais m'assurer d'être là, d'aller voir le spectacle. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi? Oui, mais là, on reprend un spectacle à la Bordée à Québec, et puis par la fenêtre, pourront voir les chants, un texte de Stéphanie Labbé. Alors, je joue là dans 2 semaines, la semaine prochaine, en fait. Fait qu'on est en train de reprendre ça. C'est le spectacle qu'on avait fait au BIC. Et sinon, je suis dans l'écriture à fond là, de mon prochain texte qui va s'appeler Roulement de tambour, Micheline avec un S. Arrête! J'ai hâte de lire ça, c'est clair. Ça va être vraiment une autre... ça va vraiment... Il va y avoir plein de familiarité par rapport au premier texte, mais en même temps, on va sur un sujet, sur une femme qui a voulu avoir une vie qu'elle n'a jamais eue, puis elle se célèbre en tant que Micheline. Fait que voilà. Ben, merci beaucoup, Michel-Maxime Legault. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et on peut aussi me suivre sur LinkedIn, Denis Martin Chabot, vous allez me trouver, pas de problème. De toute façon, on commence à beaucoup aller plus sur LinkedIn parce qu'on peut partager des médias crédibles, ce qu'on ne peut pas faire sur Meta. Rapidement, alors merci à Marie Massé et à Godéric Trobe à la recherche, merci à Maurice Bolduc à la mise en onde, merci à toute l'équipe de Canal M, c'était une très belle émission, on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui, merci beaucoup, on se reparle la semaine prochaine, c'est Denis Martin Chabot.